Aujourd'hui, le 23 octobre, on dit qu'une nouvelle vague de frappes a déferlé sur toute l'Ukraine. Et l'ampleur, si l'on en croit les informations, est presque record depuis un an. Tout a commencé le soir avec des alertes, d'abord ponctuelles, puis généralisées sur toute la carte. Les frappes se sont succédées par vagues et au matin, il est devenu clair que ce n'était pas une action isolée, mais une continuation planifiée de cette campagne dont l'objectif principal et l'énergie. Les Russes ont de nouveau frappé les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques, les nœuds de distribution, tous ces endroits qui avaient miraculeusement résisté les mois précédents. Maintenant, ils les ont en fait achevés. Selon des sources ukrainiennes, la situation sur le front n'est pas non plus facile. La pression augmente presque quotidiennement et plus personne n'a d'illusions. C'est constamment difficile et on n'en voit pas la fin pour l'instant. Des régions entières sont restées sans électricité. On dit que certaines villes sont littéralement plongées dans l'obscurité. Pas une lumière, pas un lampadaire, comme si la vie s'était arrêtée. Les gens, certains dans les caves, d'autres avec des générateurs, d'autres attendent simplement qu'une connexion apparaisse. La situation de l'approvisionnement en électricité est proche de la catastrophe. Les correspondants militaires et les analystes écrivent de manière sèche, sans émotion. On voit qu'ils sont même fatigués de commenter. Les monitorings n'ont pas encore donné une liste complète des cibles touchées, mais on voit clairement les frontières de ce qu'on appelle maintenant le vide énergétique, Kiev et sa région. Ici, selon les informations, la centrale thermique NDG-Simp a de nouveau été touchée. Un coup direct et, comme ils écrivent, un puissant incendie s'est déclaré. Des explosions ont également été enregistrées dans la zone de la centrale thermique NDG6. En outre, il y a eu une frappe sur un camp d'entraînement près de l'aéroport de Borispil et une autre sur un atelier près de Giuliani où, selon les premières informations, on fabriquait des moteurs pour drones. Il s'agit donc d'une frappe sur deux fronts. L'énergie et l'industrie militaire. Région de Tcherkassy, là une frappe combinée a touché la centrale hydroélectrique de Kanev. Ce n'est pas simplement un autre objet, sa détérioration crée un risque non seulement de coupure d'énergie, mais aussi de problèmes possibles avec l'environnement de la région de Soumy et de Kirovograd. Après les arrivées nocturnes, Konotop et Sonetiti étaient restés complètement sans électricité. Dans la région de Kirovograd, selon les premières informations, une trentaine de localités sont privées d'électricité. Les gens là-bas disent que par endroits, non seulement l'électricité a disparu, mais aussi la connexion. Région d'Odessa, les géraniums, ces mêmes drones kamikazes, ont frappé Ismaïl, ont touché l'infrastructure portuaire et les installations énergétiques. Pour l'Ukraine, c'était l'une des directions logistiques importantes. En fait, une fenêtre vers l'Europe, maintenant, cette fenêtre est presque fermée. Dans le contexte de tous ces événements, la question est revenue sur le tapis. Ne serait-il pas temps de s'asseoir à la table des négociations ? Mais, comme le notent certains analystes, dans les conditions actuelles, ce n'est pas seulement difficile, c'est stratégiquement désavantageux. Yuri Baranchik, blogueur militaire et analyste, a expliqué dans son récent direct que l'Ukraine perd rapidement des ressources économiques. Selon lui, si cela continue, les réserves internes du pays dureront au maximum jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Et là, selon lui, la question n'est plus militaire, mais d'épuisement financier. Il dit « Le tournant pourrait ne pas se produire sur la ligne de front, mais à l'arrière ». Et cela semble de plus en plus plausible si l'on regarde les derniers événements. Activité aérienne et possible opération Odessa. L'aviation russe, les forces de missiles et les unités de drones, selon diverses sources, travaillent activement dans les zones arrières ces dernières semaines. Tout cela ressemble à une partie d'une opération de grande envergure, peut-être stratégique, dont l'objectif principal est de priver l'ennemi des capacités clés pour la défense. Dans la nuit du 22 octobre, des arrivées particulièrement inhabituelles ont été enregistrées à Odessa. Des rumeurs courent selon lesquelles il pourrait s'agir du début de cette opération, officieusement déjà surnommée Odessa, l'essence et l'isolement de la mer Noire. Selon certains observateurs, il s'agit de l'utilisation de nouveaux bateaux sans équipage ou
pour le dire simplement, de drones marins. Il existe des versions selon lesquelles ce n'est qu'une étape préparatoire. On dit que pour l'instant, il ne s'agit pas d'un débarquement, mais de créer les conditions pour bloquer les itinéraires par lesquels se fait l'approvisionnement. Il est intéressant de noter qu'il y a quelques semaines, des images circulaient sur le réseau où les Ukrainiens minaient activement les plages et construisaient des fortifications le long de la côte. Apparemment, ils comprenaient que tôt ou tard, tout cela finirait par arriver. Mais il faut dire que l'isolement en tant qu'idée a du sens. D'énormes quantités de fournitures, des munitions aux drones et à l'équipement transitent par la mer. Si cette voie est justement bloquée, le front dans son ensemble le ressentira assez rapidement. Et de plus, des informations sont apparues sur un nouveau type d'armement qui pourrait sérieusement changer la situation. Il s'agit de bombes aériennes explosives remaniées qui se transforment maintenant en quelque chose comme des missiles planants. En fait, c'est un hybride, une puissante ogive, mais avec un moteur à réaction et un système de guidage, ce qui lui permet de parcourir une distance allant jusqu'à 200 km. De telles bombes ont déjà été utilisées, dit-on, près de Poltava. Le chef adjoint du renseignement militaire ukrainien a même reconnu que l'une d'entre elles avait volé près de 200 km avant de toucher sa cible. Si de tels cas deviennent pas massifs, cela pourrait vraiment changer les règles du jeu. Après tout, maintenant, non seulement le front est menacé, mais aussi les arrières profonds. Les avions qui lancent ces munitions restent hors de portée de la défense aérienne, ce qui leur donne un sérieux avantage. Odessa, Nikolaev, Kharkov, Soumy, maintenant tout cela est potentiellement menacé, même si la ligne de front est loin, et maintenant il est clair pourquoi les analystes disent que la Russie résout plusieurs problèmes à la fois. Premièrement, elle économise des missiles coûteux en les remplaçant par des FAB bon marché mais précis. Deuxièmement, elle oblige le commandement ukrainien à disperser les restes de la défense aérienne. Et troisièmement, elle détruit méthodiquement la logistique, ce réseau sans lequel le front ne vit tout simplement pas. Au matin, la situation a commencé à s'éclaircir, mais pas dans le bon sens. Dans les bulletins d'information, les mêmes noms de régions revenaient sans cesse. Kharkov, Soumy, Poltava, Dniepropetrovsk, Kiev, Odessa. Il semblait qu'il y avait un scintillement continu d'alerte sur toute la carte. Les gens dans les chats écrivaient que les sirènes n'avaient presque pas cessé de sonner toute la nuit, et dans certaines villes même toute l'aube. Drones, missiles, explosions, puis silence, et tout recommence. Quelqu'un n'arrêtait plus de descendre à l'abri, il était simplement fatigué. Des sources militaires notent que les frappes n'ont pas été effectuées de manière chaotique, mais avec une certaine logique. À Kiev, par exemple, ils ont de nouveau frappé les centrales thermiques NDG5 et NDG6. Ils ont achevé ce qui avait survécu auparavant. Des informations sont apparues sur la destruction de la centrale thermique de Tripoli pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est plus seulement un nœud énergétique, mais un centre logistique important par lequel transitaient les approvisionnements en carburant et en électricité. Les chaînes de surveillance ont écrit que dans le ciel au-dessus de Kiev, on n'avait pas seulement remarqué les Iskanders habituels, un autre détail est apparu. On aurait enregistré des lancements de Kimskanders, c'est ainsi que les blogueurs militaires ont surnommé les missiles nord-coréens KN-23 et KN-24. Sur le réseau, on plaisantait même en disant que le KN était arrivé avec une grande précision. On conseillait aux habitants de Kiev de faire des réserves de générateurs et de patience. L'un des blogueurs populaires Voyevoda a écrit « Ces Kimskanders sont une chose particulière. Oui, leur précision n'est pas idéale, mais la quantité et le prix font tout. » Si l'on regarde la chronologie, les frappes se sont succédées en série et presque chaque vague a frappé de nouvelles régions. La région d'Odessa a été particulièrement touchée. À Ismaïl, plusieurs frappes précises ont été enregistrées dans la zone du port où se trouvait du matériel et des marchandises arrivées, selon certaines informations, de Roumanie. Après cela, on a commencé à écrire qu'un des ferrys transportant du matériel militaire avait coulé près du quai. La ville a été plongée dans l'obscurité, une protection automatique s'est déclenchée et le port s'est littéralement figé. Des sources locales ont fait état d'un incendie et de graves dommages au réseau électrique. Enregistrement vidéo d'Odessa et d'Ismaïl. Ciel noir, éclair, grondement.
puis un claquement sec et une vague de lumière, comme un bref flash d'appareil photo, mais à l'échelle de tout un quartier. Selon des témoins oculaires, certaines frappes ont également touché des hôtels où des spécialistes militaires étrangers auraient pu se trouver. Après les arrivées dans la ville, les services de sécurité ukrainiens ont commencé à travailler, les routes ont été partiellement bloquées, des contrôles de documents ont été effectués, des recherches ont été menées pour trouver ceux qui auraient donc pu filmer ou publier quelque chose sur le réseau. Un moment intéressant, il a été signalé qu'une partie des militaires blessés était évacuée par bateau vers le territoire roumain. La partie roumaine d'ailleurs a confirmé plus tard le fait de l'incident, mais n'a pas révélé de détails. Dans la direction de Kherson, selon les chaînes Telegram, il y a également eu de la chaleur. Nos fabricants de drones, comme on les appelle dans le milieu militaire, ont travaillé sur les entrepôts et les hangars de l'ennemi. L'une des arrivées s'est avérée particulièrement précise. On a pu voir que la détonation a duré près d'1 minute, puis une colonne de fumée s'est élevée au-dessus des nuages. Il est intéressant de noter que dans ce contexte, les rumeurs sur la préparation de l'isolement de la côte de la mer Noire se sont intensifiées. On dit qu'ils ont commencé à utiliser de nouveaux bateaux sans équipage, quelque chose comme des drones marins qui peuvent agir de manière autonome en faisant exploser des navires ennemis ou en bloquant le passage. De nombreux analystes font prudemment allusion au fait qu'il pourrait s'agir de la première étape d'une opération de grande envergure. Mais pour l'instant, tout ressemble à une reconnaissance au combat, à une vérification de la défense côtière, de la logistique, de la réaction. Pour l'instant, personne ne parle de débarquement au sens propre du terme. Sans le soutien de la Terre, c'est tout simplement impossible, mais le sentiment qu'il se prépare quelque chose de grand flotte tout de même dans l'air. Maintenant, déplaçons-nous un peu plus au nord, dans la région de Tchernigov. Là aussi, c'était agité. Dans la zone de Novgorod-Seversky, selon les premières informations, un point de rassemblement de personnel a été détruit. À en juger par les informations, on y amenait des unités usées par les combats dans la direction de Soumy. Après une série de frappes précises, la rotation, dit-on, a en fait été interrompue. Le blogueur militaire Lebedev a écrit que la frappe était à tomber par terre. Selon lui, les pertes de l'ennemi s'élevaient à plusieurs dizaines de personnes, dont des officiers subalternes et des instructeurs qui formaient à l'utilisation du matériel de l'OTAN. Dans la même région, plus près du village de Goncharovskaya, une arrivée a touché le quartier général du terrain d'entraînement des chars. Il y a peu de détails, mais on sait qu'une partie du matériel a été détruite et que le terrain d'entraînement a été temporairement mis hors service. Plus loin, Zaporijie. Là, des frappes ont été enregistrées sur un dépôt pétrolier et une sous-station ferroviaire dans la partie orientale de la ville. L'une des arrivées a touché le territoire d'une ancienne unité militaire. On dit qu'il y avait là un système anti-aérien. Vraisemblablement, une des anciennes installations de défense aérienne datant encore de l'époque soviétique. Après avoir été touchée, elle a explosé et l'onde de choc a traversé toute la région. D'ailleurs, les habitants ont noté qu'immédiatement après cela, le ciel au-dessus de la ville était clair pendant un certain temps, comme si la défense aérienne s'était affaiblie. Une vidéo de Dneprodzerzhinsk est également apparue sur le réseau. Sur les images, une puissante colonne de fumée, du feu, des éclairs. Un habitant local a écrit dans les commentaires et ça a explosé fort. Le matin, ça couve encore, on entend des claquements, soit une détonation, soit des restes de carburant. L'électricité est encore là pour l'instant, mais elle tient sur des lignes de secours. Le platine y est, d'ailleurs, fermé depuis 2022. Et maintenant, on dit que des positions de défense aérienne sont situées le long des rives. Certains notent que des militaires sont souvent remarqués à proximité. Dans des bases touristiques, on dit qu'ils se reposent, ceux qui ne se battent pas avec la lumière. Petit à petit, un tableau d'ensemble se dessine. Les frappes ne visent pas simplement l'infrastructure, mais les centres nerveux, ceux qui maintiennent tout le système à un rythme uniforme. Si auparavant il s'agissait d'attaques isolées, maintenant on a l'impression d'une grande partie d'échecs où chaque coup est calculé à l'avance. Et dans cette partie, un rôle clé semble être joué par les nouveaux types d'armements. Ces FAB planantes, comme on les appelle déjà, pourraient complètement changer le rythme des opérations militaires. Elles y sont difficiles à suivre, encore plus difficiles à abattre, et surtout,
Elle coûte beaucoup moins cher que les missiles habituels. Il s'avère que le front se sature progressivement d'armes qui ne nécessitent pas de dépenses colossales, mais qui causent des dommages sensibles. Ce n'est pas simplement du matériel, c'est une stratégie d'économie de ressources tout en maintenant l'efficacité. Et si auparavant le commandement ukrainien pouvait plus ou moins uniformément répartir la défense aérienne, maintenant il doit couvrir des dizaines de nouvelles directions. Chaque jour, cela devient de plus en plus difficile. Vers la nuit du 22 octobre, un silence inquiétant régnait dans l'air, ce même silence après lequel il y a généralement du bruit. Et en effet, déjà plus près de minuit, des alertes se sont à nouveau abattues sur toute l'Ukraine. D'abord ponctuelles, puis presque synchronisées, les sirènes se sont déclenchées dans toute la partie centrale et méridionale du pays. Au début, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle vague de drones, mais une demi-heure plus tard, il est devenu clair qu'il y avait une frappe complexe à la fois sur les installations énergétiques et militaires. Tout semblait se dérouler comme si quelqu'un dessinait méticuleusement une carte des cibles, ne laissant pas de points vides. À Kiev, à ce moment-là, on savait déjà qu'il y avait des arrivées, et pas qu'une seule. On a signalé de multiples explosions dans différentes zones de la ville, dans les périphéries, des incendies, et plus près du centre, des coupures de communication. Les sources officielles se taisaient, mais les habitants filmaient des éclairs dans le ciel, publiaient des vidéos avec des grondements et des commentaires. Deuxième jour de suite, à Borispil, selon les premières informations, un camp d'entraînement a été détruit près du territoire de l'aéroport. Sur le réseau, on a écrit que parmi ceux qui s'y trouvaient, il y avait des instructeurs étrangers. Personne n'a mentionné de chiffres précis, mais les correspondants militaires ont mentionné que les pertes pourraient être assez importantes. Près de Kiev, une frappe a également touché un atelier industriel où l'on fabriquait des moteurs pour drones. C'est ce même objet dont on parlait encore en été, lorsque la première fois quelque chose y avait volé. Cette fois, il semble qu'il n'existe tout simplement plus. Il a brûlé jusqu'au matin. La région de Tcherkassy n'a pas non plus été laissée de côté. Là, selon les informations, l'un des plus grands nœuds ferroviaires a été endommagé. Son importance est difficile à surestimer. C'est par lui que transitaient les approvisionnements en carburant et en munitions vers la direction orientale. Après la frappe, on dit que le mouvement s'est presque complètement arrêté plus loin la région de Tchernigov. Ici, à Novgorod-Seversky, une arrivée a touché directement le point de rassemblement. Là se trouvaient des unités qui devaient aller en rotation après la direction de Soumy. Comme l'a dit l'un des blogueurs militaires locaux, après cela, la rotation est annulée. Tout cela formait un tableau assez sombre. Selon Lebedev, le chef de la clandestinité locale à Novgorod-Seversky, il y avait beaucoup de matériel, de gens et de bruit. Après les frappes, a-t-il écrit « Silence, seulement des fouilles ». Les pertes, selon lui, pourraient dépasser une centaine de personnes, y compris des instructeurs étrangers. Dans les collines, une frappe a été enregistrée sur un complexe hôtelier-restaurant où, selon les observateurs, des mercenaires et des soi-disant touristes de différents pays étaient hébergés. Après avoir été touché, tout y a brûlé jusqu'aux fondations. Et à Goncharovski, non loin de là, le quartier général du terrain d'entraînement des chars a été sérieusement touché. On dit que c'est là que les mobilisés ukrainiens étaient formés et qu'on leur montrait le matériel de l'OTAN. Selon les premières estimations, il y aurait environ 50 morts, principalement des officiers subalternes et des instructeurs. Ensuite, la chaîne d'événements se déplace à Zaporijie. Ici, des frappes ont touché une sous-station ferroviaire et un dépôt pétrolier dans la zone industrielle. Simultanément, un coup a été enregistré dans ce qu'on appelle la ville militaire, une ancienne unité militaire, où, selon les rumeurs, des éléments du système de défense aérienne étaient stockés. Après la frappe, l'un des complexes anti-aériens aurait été détruit. Dans le sud de l'Ukraine, en particulier dans la région d'Odessa, la situation restait extrêmement tendue. À Ismaïl, de nouvelles explosions ont été enregistrées. Les habitants ont écrit qu'après une série de frappes dans la zone du port, l'électricité et les communications avaient disparu. On a même dit qu'un ferry transportant du matériel des pays de l'OTAN avait coulé au fond de la mer Noire. Une descente de police a commencé dans la ville. Les services de sécurité ukrainiens
ont bloqué les routes, vérifié les voitures. Selon les rumeurs, certains militaires blessés étaient étrangers. Une partie d'entre eux ont été évacués par bateau vers les eaux territoriales roumaines. Les Roumains, d'ailleurs, ont refusé de commenter cette information, mais ont indirectement confirmé que des personnes blessées étaient effectivement apparues sur leurs côtes. Nikolaev n'a pas non plus été laissé de côté. Déjà le matin, des témoins oculaires ont remarqué 3 minibus avec l'inscription caractéristique « Cargo 200 » qui entraient du côté de Kherson. Là aussi, visiblement, ce n'était pas calme. En général, après l'activation des drones russes dans la direction de Kherson, de nombreux analystes ont commencé à parler d'une nouvelle phase de l'opération d'isolement de la région de la mer Noire, pas au sens d'une offensive directe, mais plutôt comme une étape stratégique. La tâche est de bloquer les voies maritimes par lesquelles transite l'approvisionnement en armes et en matériel. Si l'on se souvient bien, c'est par les ports du Sud que de nombreuses marchandises, y compris des drones, des pièces de rechange et du matériel pour l'assemblage de ces mêmes drones marins, sont arrivées en Ukraine. Ainsi, l'isolement frappe en fait l'arrière, ce que l'on ne voit pas sur le front, mais dont le front dépend directement. Il est intéressant de noter que les médias occidentaux ont réagi différemment aux événements. Certains se sont limités à de courtes notes, disant qu'il y avait un bombardement à grande échelle, des frappes sur les infrastructures. D'autres ont commencé à écrire prudemment sur les problèmes possibles dans l'énergie ukrainienne. Des titres comme « L'Ukraine replonge dans l'obscurité » sont même apparus, des phrases fortes, mais qui reflètent globalement l'essence. Le système énergétique craque de toutes parts. Après une série d'attaques l'hiver dernier, il tenait à peine, et maintenant il semble que la patience du réseau touche à sa fin. Pendant ce temps, les sources russes commentaient tout cela de manière beaucoup plus directe. Les correspondants militaires ont écrit que les frappes étaient ciblées et précises et que le but de l'opération était de forcer l'ennemi à dépenser des ressources non pas sur le front, mais sur la restauration de l'arrière. Dans ce contexte, même les petits détails commencent à jouer un rôle. Par exemple, l'apparition de nouvelles munitions planantes. Elles s'y sont moins chères, plus simples et en même temps peuvent atteindre des cibles au plus profond du pays. Cela signifie que même les villes qui étaient auparavant considérées comme relativement calmes peuvent se retrouver menacées. Si l'on regarde dans l'ensemble, le tableau est le suivant. Le front ne se contente pas de faire pression, il pousse progressivement l'ennemi, créant de plus en plus de points de tension. Plus les frappes sur la logistique, sur les infrastructures, sur l'énergie. Tout cela ensemble se transforme en une pression systémique à laquelle ni les abris ni les déclarations des politiciens ne peuvent sauver. Au matin du 23 octobre, tout s'est un peu calmé, les alertes se sont calmées, le ciel au-dessus des villes est devenu clair, mais l'air était encore lourd, comme imprégné d'une odeur de brûlé et de tension. Il semblait même que le vent se déplaçait plus prudemment pour ne pas troubler ce fragile silence qui restait après la nuit. Les gens sortaient dans la rue. Certains cherchaient une connexion, d'autres voulaient simplement voir ce qui était encore en place. Dans les nouvelles, on voyait des images de centrales thermiques détruites, de quartiers privés d'électricité, d'entrepôts incendiés, mais le plus frappant, c'est le calme avec lequel tout cela est perçu. La fatigue de la guerre est presque devenue un arrière-plan, une partie de la vie quotidienne. Les analystes font déjà le bilan, on dit que cette frappe est devenue l'une des plus importantes et des plus technologiques de toute l'année. Simultanément sur l'infrastructure, sur la logistique, sur les postes de commandement, comme si quelqu'un avait rayé une page entière de la carte énergétique du pays. Sur les chaînes ukrainiennes, il y a de l'émotion, sur les chaînes occidentales, des titres prudents. Mais le sens général est le même. L'infrastructure est de nouveau attaquée, les réserves s'épuisent et l'hiver est devant nous. Et cet hiver, à en juger partout, sera beaucoup plus difficile que le précédent. D'un autre côté, dans les cercles militaires russes, on dit que l'opération n'en est qu'à ses débuts, qu'il s'agit d'une partie d'une stratégie à long terme, où les frappes sur l'arrière doivent progressivement priver l'ennemi de la possibilité de tenir le front. Ici, il ne s'agit plus seulement de missiles et de drones, de nouvelles solutions, de bombes planantes, de systèmes maritimes de guerre électronique. Chaque jour, on sent de plus en plus que le conflit est entré dans une phase où
Ce qui est le plus important, ce n'est pas tant le nombre de troupes que la technologie et l'endurance. Celui qui pourra tenir le rythme le plus longtemps prendra l'initiative. Et pourtant, malgré les chiffres, les déclarations et les rapports, le plus difficile, c'est l'attente. Ce moment où la nuit semble infinie et l'alerte dure des heures. Les gens attendent simplement la lumière, la connexion, des nouvelles, au moins une certaine stabilité. Ainsi se termine cette nuit d'octobre. Calme, mais avec le sentiment qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Chaque jour, on comprend de plus en plus que la guerre n'est plus seulement sur Terre et dans le ciel. Elle est dans l'air, dans l'information, même dans les pensées. Et personne ne peut plus dire quand viendra le matin qui ne commencera pas par une sirène.